Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 14h avec les femmes françaises hors du commun, celles qui tissent le lien républicain, une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez Henouchi, sorti chez Ramsay. Dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez découvrir le destin de la directrice exécutive de la responsabilité sociétale du groupe Orange, Elisabeth Chungui, une femme qui aime à promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat social ou l'accès aux technologies pour les jeunes défavorisés, mais aussi pour les femmes évidemment. Ce que vous faites également, n'est-ce pas Elisabeth, en tant que présidente de l'association Capital Filles. Elisabeth Chungui, autant dire que vous êtes à votre place dans Destin de femme sur Sud Radio, bienvenue. Merci Judith, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer Elisabeth Chungui, les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme, vous êtes prête? C'est parti. Alors quel destin de quelle femme vous inspire le plus? Au risque de faire une réponse un peu banale, le destin de ma mère. Oui. Ma mère est née dans un petit village du Tarn et a rencontré à Paris, au mi-temps des années 60, mon père, né dans un petit village du Cameroun. D'accord. Tous deux n'étaient pas destinés à se rencontrer parce que tous deux enfants d'agriculteurs, pur produit de la méritocratie républicaine, ils ont eu des bourses qui leur ont permis de sortir de ce village et de faire leurs études à Paris où ils se sont rencontrés. Et pourquoi ma mère? Parce que à l'époque où elle rencontre mon père, eh bien, les couples mixtes, c'est rare. Oui. Et voilà, et par amour, elle est partie au Cameroun avec lui et ma mère m'a transmis le goût de l'altérité, ce métissage que je porte, le goût de l'altérité, la curiosité de l'ailleurs et puis une formidable capacité d'adaptation. Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs une maman très inspirante. On lui passe le coucou si elle nous écoute. Je n'en doute pas. Alors, quel a été votre plus grand succès, Elisabeth Chungui? Mon plus grand succès, c'est par ricochet. Oui. Le jour où mon fils aîné a eu le brevet, avec mention assez bien. Mon fils aîné, Alexandre, qui est autiste, et qui s'est entendu dire un jour, lorsqu'il avait 4 ans et demi, enfin je me suis entendu dire par un pédopsychiatre de renom, votre fils est autiste, il sera incapable de suivre au CP, d'apprendre à lire et à écrire. Ce jour-là, j'ai eu une telle colère que j'avais le choix entre gifler ce pédopsychiatre et sortir, Qu'est-ce que vous avez sortir et écrire un livre qui commence par cette scène et qui se termine le jour où tu es né une deuxième fois. Fils, voilà, le jour c'est où ce jour-là du livre. Et donc non seulement mon fils sait très bien lire et écrire, mais surtout qu'Asperger, ça peut faire des génies aussi. C'est pas. Oui, mais après ça a été un parcours. C'est pour ça que c'est un succès parce qu'il a fallu se battre contre les institutions qui voulaient systématiquement le mettre de côté, comme beaucoup d'enfants différents. Il a fallu, se battre. Un parcours de parents différents pour un enfant différent, voilà. C'est ça que vous dites. Vous étiez un parent différent, Elisabeth. Exactement. Enfin, j'étais un parent, une mère d'enfants différents, et donc voilà. Mais en fait, quelque chose qui me caractérise, c'est quand on me dit c'est impossible, c'est pas possible. Ça m'énerve tellement, je vais faire en sorte que ça soit possible. Et donc voilà, quelques années plus tard... Mais ça, c'est un peu la clé de la réussite, en fait, ce que vous nous racontez. Oui. Parce que c'est ma question d'après, c'est votre plus grande joie, mais c'est aussi la clé de la réussite et de la joie d'arriver à rester déterminé, quelles que soient les conséquences et aussi les conditions. Absolument. Et même si ce sont des parcours qui passent par des périodes difficiles, parce que les gens qui vous expliquent qu'ils ont réussi sans aucun problème, ils mentent. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, mais on persévère, on travaille, on ne recule pas devant les obstacles, on les prend à bras-le-corps, parce que quand on sait que la cause qu'on porte est juste, on y arrive toujours. Ce que vous avez transmis à votre fils, du coup. Exactement. Alors, votre plus grande déception, du coup, Elisabeth Chungui? Ma plus grande déception, c'est la lenteur de l'avancée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Partout sur la planète, alors on vit dans un pays privilégié par rapport à certains pays où les femmes n'ont plus le droit d'étudier, comme en Afghanistan. On vit dans un pays
où certains droits fondamentaux des femmes sont respectés, mais attention, recul. Je pense par exemple au droit à l'avortement. Oui. Et ça ne va pas assez vite. Et sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes, le problème, c'est que quand on n'avance pas, on recule. Il n'y a pas de surplace possible. Et notamment, un point qui m'interroge beaucoup et pour lequel j'essaye d'agir, sur lequel j'essaie d'agir grâce à mes fonctions chez Orange, c'est les femmes dans les métiers du numérique. Les métiers du numérique, ce sont les métiers de demain, ce sont les métiers à haute valeur ajoutée. Et si les femmes ne vont pas massivement dans ces métiers, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Il y a 24% de femmes, va se creuser. 24% de femmes dans les métiers numériques de manière générale, mais quand on prend par exemple des sujets comme le codage, 7% de codeuses seulement. Et quand on interroge les jeunes filles, elles ne se projettent pas dans ces métiers, elles abandonnent massivement les filières scientifiques, et c'est une des raisons pour lesquelles chez Orange, on développe des programmes pour accompagner les filles vers les métiers du numérique, par exemple, comme avec Hello Women. Et c'est aussi une des causes que je porte avec Capital Fille, qui est l'association de mentorat que j'ai le bonheur de présider. Pour les jeunes filles défavorisées qui ont moins de chances en fait de réseau aussi. Exactement, et donc qui met en relation des marraines en entreprise et des collégiennes et lycéennes, parce que c'est à ce moment-là que les sujets d'orientation se jouent et qu'elles ont besoin d'un coup de pouce et de la bienveillance d'une marraine. Elisabeth Chungui, votre plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est de cranter des éléments transformateurs en entreprise, comme le sont les sujets de responsabilité sociétale. On a tous aujourd'hui des enjeux de décarbonation, lutter contre le changement climatique, par exemple, et ça percute parfois les modèles traditionnels, les modèles d'affaires en entreprise. Et donc, ma grande joie, c'est à chaque fois que je crante, par exemple, quand je suis arrivée il y a 3 ans et quelques chez Orange, moi, j'ai toujours cru d'emblée au marché du reconditionné. On n'a pas besoin d'avoir le téléphone dernier cri tout le temps. Donc, pouvoir proposer en boutique des téléphones reconditionnés, comme ça, on ne va pas extraire des mines. Oui, parce que c'est un de vos sujets aussi, à la biodiversité. Ouais. Au début, quand je suis arrivée, on me disait mais non, mais c'est pas un marché, etc. Aujourd'hui, le marché du reconditionné en France, c'est 20%. Du téléphone reconditionné, c'est 20%. Donc heureusement qu'on y est allé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai cranté. Quand aussi on s'est engagé sur pour réduire nos émissions carbone et donc avec plus d'énergie renouvelable pour notre activité, on avait un objectif en 2025 de réduire de 30% nos émissions carbone scope 1 et 2. On m'a dit ça va pas être possible, ça va être trop difficile. Et bien là, on est fin 2023 et on a atteint cet objectif 18 mois avant la date butoir. C'est excellent, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est possible. Ouais. Alors, justement, Elisabeth Chungui, donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes directrice exécutive de la responsabilité sociétale d'Orange. Et alors, cette entreprise, je vous cite, porte la diversité comme une chance pour la France. On parle aussi de diversité de genre, évidemment. C'est aussi un de vos sujets, la parité. Et comment ça se passe chez Orange, alors ? Comment ça se passe chez Orange? C'est d'abord l'égalité femmes-hommes à tous les étages, j'ai envie de dire. Donc déjà, on est une des rares entreprises, trop rares entreprises du CAC 40 à avoir une femme à la tête de l'entreprise. Oui. Et ça, c'est formidable parce que la puissance des rôles modèles, je peux vous dire que quand une femme arrive à la tête d'un grand groupe comme Orange, ça cascade. Par exemple, quand on doit nommer des cadres dirigeants, on a un enjeu de féminisation de nos réseaux de management, 35%. Je peux vous dire que maintenant, si on n'arrive pas avec une shortlist où il y a une femme, on se fait retoquer et on explique gentiment, reviens nous voir, quand dans ta shortlist, il y aura une femme. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à transformer à tous les étages, avec aussi des programmes de mentorat, avec aussi un sujet qui... ça a été un combat pour les femmes, mais dont tout le monde bénéficie, qui est le sujet de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On a signé la charte de la parentalité. Donc chez Orange, dans beaucoup d'entreprises, il y a ce piège de la maternité qui arrive à la trentaine, où voilà, une femme a ses premiers enfants, et pendant qu'elle s'occupe de ses enfants, parce que voilà, c'est important, pendant ce temps, les hommes peuvent accélérer dans leur carrière. Et c'est vraiment ce gap,
c'est là où tout se joue. Et c'est là où l'écart va se creuser, notamment vers les responsabilités managériales. Et donc, nous, on a poussé pour allonger la durée du congé parental, du congé de paternité pour les hommes. On va pas t'obliger à faire une réunion à 19h30. Et les hommes aussi sont contents de pouvoir rentrer, s'occuper de leurs enfants. Et donc, c'est pour ça que tous les combats pour l'égalité de genre ne profitent pas qu'aux femmes, profitent à l'ensemble de la société et aux hommes aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut les inclure, les hommes, dans ces combats-là. Oui, heureusement, ils sont complètement partie prenante et on n'est pas du tout dans une logique de séparatisme. Et justement, c'est des mesures collectives sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui profitent à l'ensemble des salariés, y compris les hommes. C'est une bonne entreprise chez Orange. Alors vous restez avec nous, chers auditeurs, sur Sud Radio pour Destin de Femme avec la directrice exécutive de la responsabilité sociétale, Elisabeth Tchoungui. C'est chez Orange, évidemment. À tout de suite. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Destin de Femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui tissent le sérail de notre République française, avec aujourd'hui pour vous la directrice exécutive de la responsabilité sociétale du groupe Orange, Elisabeth Tchoungui. Alors Elisabeth Tchoungui, on en parlait tout à l'heure, vous avez été élue présidente de Capital Filles en 2021. C'est une association qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires et des zones rurales dans leur choix d'orientation et leur rencontre avec le monde de l'entreprise. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait des représentations positives, des rôles modèles. Vous en faites partie clairement, et c'est comme ça que vous avez abordé le sujet aussi. Alors, vous prenez la parole. Je vais utiliser cette citation de Richard Virenque. Je suis un rôle modèle à l'insu de mon plein gré. C'est-à-dire que quand je me suis levée un matin pour dire... Vous n'êtes pas dit, ça y est. Je me suis pas dit, je veux devenir un rôle modèle, mais de facto, je l'ai été sur plusieurs fronts. D'abord, à l'époque où j'étais présentatrice à la télé, j'ai été une des premières présentatrices issues de la diversité, métisse. Et là encore, le nombre de portes qui se sont fermées, mais bon, voilà, la porte se ferme, je rentre par la fenêtre. Moi, la je suis détermination. Comme ça. Mais sur ce sujet de rôle modèle, c'est super important parce que je me souviens très bien d'une émission que je présentais pour France 3, Opération Télécité au début des années 2000. Et le principe, c'était de former des jeunes aux techniques du reportage pour qu'ils puissent faire des reportages, raconter leur quotidien, etc. Et je me souviendrai toujours de cette rencontre avec une jeune fille maghrébine qui me disait, alors je suis vraiment heureuse de vous voir parce que moi j'ai envie de devenir journaliste comme vous, mais ma famille m'a dit non, c'est pas pour toi. Donc j'ai essayé de creuser, j'ai dit peut-être quelles sont tes notes en français, parce que c'est vrai que pour être journaliste, c'est bien d'être bonne en français. Elle m'a dit j'ai 15 de moyenne en français. Et c'est là que j'ai pris la mesure du plafond de verre et de l'autocensure et de tout ce que l'environnement peut charrier comme limitation. Et c'est pour ça que je suis très fière d'être présidente de Capital Filles, parce que le cœur de cette association, c'est vraiment les marraines en rôle modèle qui ouvrent le champ des possibles aux filleuls qu'elles accompagnent. Ça peut être pour faire un CV, une lettre de motivation, mais c'est d'abord pour pouvoir leur parler de filières, de métiers d'avenir auxquels elles n'auraient absolument pas pensé, dans l'industrie, dans le numérique, notamment. Et alors ce plafond de verre dont vous parlez souvent, justement, parce que c'est un terme que vous reprenez usuellement, pour vous c'est le même, selon vous, que pour les femmes, entre les femmes et les gens issus de la diversité? C'est le même type de plafond de verre? Je dirais que les jeunes filles qu'on accompagne à travers Capital Filles, qui est donc une association qui a été créée par Orange, elles ont un double plafond de verre, c'est-à-dire le plafond de genre. C'est ça. Quand on discute avec elles, c'est elles ont un entourage qui leur dit mais non, tu peux pas aller dans des matières scientifiques, par exemple, va plutôt faire de l'esthétique. Et puis le fait qu'elles sont de quartiers prioritaires de la ville ou en milieu rural, et donc
pas les réseaux, pas les codes, pas l'accès à l'information et la capacité de ne pas reproduire un modèle social qu'elles peuvent expérimenter au quotidien. Donc c'est un double plafond de verre. Ouvre des portes, absolument. Et des visions en fait, oui. c'est ça. Elisabeth Chungi, vous avez grandi aux États-Unis, au Cameroun, en Belgique et en Italie au fil des affectations de votre père, un diplomate. C'est synonyme d'une grande ouverture sur le monde, a fortiori, forcément. Alors, vous avez la chance de la double culture, comme vous le dites, mais c'est pas toujours simple. Vous êtes blanc chez les noirs, noir chez les blancs, mais ça vous a aussi forcé à vous adapter, à apprendre à vous adapter. Est-ce que c'est la même chose en tant que femme finalement ? Est-ce que encore un comparatif, est-ce que le fait d'avoir été métisse, vous le mettez au même niveau pour vous sur l'adaptation dans la société française qu'on connaît aujourd'hui que le fait d'être une femme ? Effectivement, cette capacité d'adaptation que m'ont transmis mes parents, de par ma culture et mon background, m'ont évidemment servi pour lever les barrières en tant que femme. Mes parents m'ont toujours dit une chose, ils m'ont toujours dit sois indépendante, travaille, sois indépendante. Donc ça, c'est vraiment un mantra. On devrait tous dire ça m'a toujours... Et quand j'ai pu avoir comme tout un chacun, la vie est toujours cabossée parfois, mais effectivement cette notion d'indépendance et de ne rien lâcher et d'être autonome financièrement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ça m'a toujours porté. Et après sur le sujet de l'adaptation en tant que femme, je pense qu'il faut quand même rester tel qu'on est aussi. Moi, je me souviens d'échanges avec une de mes grandes sœurs à la télévision, Christine O'Crane, qui a été la première femme à présenter un JT. Sacrée grande sœur. Et on a eu un échange très bienveillant, parce que évidemment, la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit toute mon admiration. Et à l'époque, elle a dû se masculiniser. Elle portait des costumes croisés, coupe courte, garçonne, etc. Et quand je l'ai rencontrée 15 ans plus tard, je lui ai dit, à ce moment-là, il avait fallu passer par là. Et depuis que vous êtes sortie de l'exercice de la pionnière, de facto, j'ai l'impression que vous êtes devenue vous-même, vous êtes adoucie, etc. Donc voilà, il faut pas... Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre les codes de l'autre genre pour réussir de toute façon. Ouais. Au contraire. Et y compris quand on aspire aux plus hautes fonctions, dans des exercices de pouvoir, je pense même au contraire que notre société a besoin de féminité assumée, de dirigeants, donc de dirigeantes qui exercent le pouvoir différemment. Les femmes de pouvoir que j'ai pu, au plus haut sommet que j'ai pu côtoyer, elles avaient une manière différente de l'exercer, moins dans l'ego, plus dans le collectif. Et donc, je pense vraiment que notre société a besoin de bienveillance. Alors, la richesse de la diversité, Elisabeth Chungi, celle qui fait avec les petits cailloux sur la route de chacun dont vous parlez, vous l'avez vécu également dans votre parcours multiple, que vous avez écrit d'ailleurs dans votre livre Tout est possible, qui est sorti aux éditions de l'Aube. Et vous nous y dites que tout est possible littéralement, en fait. C'est-à-dire, tout est possible, vraiment. Je répète, parce que je veux en être sûre. Tout est possible. Mais il y a quelques facteurs. Tout est possible quand on travaille, quand il y a de la persévérance. Je pense quand on a des convictions fortes chevillées au corps, c'est un moteur puissant. Le point commun, souvent on me demande, mais comment êtes-vous passé de la télévision au COMEX d'une grande entreprise du CAC 40 ? C'est un grand saut professionnel, mais le moteur et le fil conducteur, c'est vraiment l'engagement et porter des causes justes. Donner du sens à ce que vous faites. Donner du sens. Et les causes que j'ai défendues en étant journaliste, j'ai la chance de pouvoir agir pour un impact positif aujourd'hui au sein d'Orange, l'égalité femmes-hommes, le sujet d'inclusion des personnes en situation de handicap. Chez Orange, et vous êtes dans une entreprise qui est très très engagée sur ces sujets-là, justement. Extrêmement engagée, parce que, par exemple, si je prends le sujet du handicap, on n'est pas juste là pour
cocher un taux de travailleurs en situation de handicap, ce qu'on fait déjà d'ailleurs, contrairement à d'autres entreprises qui préfèrent payer des amendes. Nous, voilà, on a plus de 6% de salariés en situation de handicap, mais pour nous, c'est aussi une opportunité d'aller chercher des talents différents. Dans la neurodiversité, on a besoin de pouvoir embaucher des autistes Asperger pour notre activité de cybersécurité, parce qu'on sait qu'ils ont des compétences hors normes sur ces sujets. Donc voilà, on le fait parce que on est convaincu que la diversité est une source de performance pour une entreprise et de résilience pour la société tout entière. Finalement, quand je vous écoute, Elisabeth Chungui, je me rends compte que vous mélangez assez habilement vos prérogatives privées avec vos prérogatives professionnelles. C'est-à-dire que là, vous parlez des Asperger qui sont bons pour le coding, en fait, hein, c'est ça. Et finalement, votre fils, il l'est. Donc, vous avez réussi à tirer du positif aussi, d'une situation pas forcément très simple au départ, pour aussi lui ouvrir des chemins à lui, en fait, indirectement. Est-ce que vous en rendez compte de ça? Pour moi, je pense que il n'y a pas à un moment un alignement entre ses fonctions professionnelles et ce qu'on est profondément, à un moment ça marche pas. Genre, soit on n'est pas performant au point de vue professionnel, soit on est déséquilibré dans sa tête. Et moi j'ai la chance d'avoir cet alignement, et c'est aussi parce que justement cette expérience que j'ai vécue en tant que mère m'a ouvert un champ que je ne maîtrisais absolument pas jusqu'à présent, ce champ de la neurodiversité et de ce que ça pouvait apporter, cette forme d'intelligence différente dans un collectif, et notamment parmi les collectifs dans une entreprise. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que la diversité, elle est partout, et tant mieux. C'est bien résumé. C'est bien résumé, mais c'est important de le dire dans une société qui est de plus en plus, en tout cas, qu'on nous présente comme étant de plus en plus fragmentée. Je pense que le vivre ensemble, c'est important de le cultiver. Et je pense aujourd'hui que les entreprises et des grands groupes comme Orange en particulier, qui est un groupe international aussi, on a des activités en Europe, en Afrique, je pense que c'est le lieu. Ça fait partie des lieux où justement la diversité est regardée de manière très positive, parce qu'on a besoin de tous les talents pour faire fonctionner correctement un collectif. Si vous aviez le génie d'Aladin qui vous disait vous avez un souhait, Elisabeth Chungui, qu'est-ce que ça serait? J'aimerais bien un jour que nous puissions élire une présidente de la République. Ah, c'est un beau souhait, ça. Et c'est possible. Parce que je crois en la vertu des rôles modèles, et plus les femmes se hissent au sommet, plus elles vont faire progresser l'égalité femmes-hommes, qui, encore une fois, profite autant aux femmes aux hommes. Eh bien, ça sera le mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Elisabeth Chungui, d'être venue par ici. Chers auditeurs, les 2 ouvrages de Elisabeth Chungui sont à retrouver en librairie chez les bons libraires. Tout est possible, qui est sorti aux éditions de l'Aube, et Le jour où tu es né, une 2e fois, chez Flammarion. Nous, on a rendez-vous samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Et puis demain, pour Noël, une rediff de la très drôle Anne Romanoff, accompagnée de l'écrivain Omar Souleyman. Tout ça, c'est à 19h. Tous nos rendez-vous sont sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, 10h en complet. Merci à Lucille Montier qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Bisous à tous, et je vous souhaite un très joyeux Noël.